Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Sénégal, Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale, quelques jours après son départ de la primature. En Guinée, la flambée des prix du bétail avant la tabaski inquiète les populations. La crise sécuritaire au Mali perturbe l'approvisionnement des marchés ouest-africains. Et puis en République du Congo, les autorités annoncent la suppression des visas pour les ressortissants africains à compter de 2027 afin de renforcer l'intégration continentale. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Sénégal, Ousmane Sonko retrouve un poste stratégique au sommet de l'État. L'ex-premier ministre a été élu mardi président de l'Assemblée nationale 4 jours seulement après son limogage par le président Bassirou Diomaye Faye. L'élection s'est tenue lors d'une séance boycottée par une partie de l'opposition qui dénonce un coup d'État constitutionnel. Cette nouvelle configuration politique suscite de nombreuses réactions dans le pays et dans la sous-région. Un technicien, même s'il fait partie du gouvernement du président Diomaye depuis avril 2024. Il a occupé différentes fonctions. Il était ministre secrétaire général à la présidence. Il était également en charge du suivi de l'agenda Sénégal 2050, qui est un peu le plan de développement, la direction décidé pour le Sénégal par l'exécutif. Et c'est vraiment, je vous le disais, un choix de technicien. C'est un banquier, un spécialiste des finances. Il a fait toute sa carrière, plus de 40 ans, à la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un choix un peu rassurant. D'ailleurs, dans sa première allocution, lui-même l'a dit, il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais d'un changement de méthode. Et il a réaffirmé les priorités affichées par le gouvernement depuis 2 ans, c'est-à-dire répondre aux attentes des Sénégalais, notamment le coût de la vie, la transparence, a-t-il dit, et la souveraineté économique. Il est élu dans un contexte de crise politique, ça on l'a bien compris, mais également économique, avec cette dette énorme qui représente 130% du PIB, et alors que les discussions avec le Fonds monétaire international sont complètement...
À quelques jours de la fête de la Tabaski, les marchés à bétail guinéens sont sous tension. Les prix des moutons connaissent une forte hausse tandis que les animaux se font de plus en plus rares. La crise sécuritaire au Mali, important fournisseur de bétail dans la région, perturbe les circuits d'approvisionnement, une situation qui préoccupe de nombreuses familles confrontées à la vie chère. Souvent les mains vides. Le peu de moutons disponible est hors de portée pour de nombreux ménages. Selon plusieurs vendeurs, cette hausse des prix s'explique par les difficultés d'acheminement du bétail depuis le Mali, principal fournisseur des marchés guinéens. Le blocus imposé par le GNIM autour de Bamako perturbe fortement le transport des animaux vers la Guinée. Cette année, les moutons vraiment sont un peu chers. Par rapport à la création des terroristes au niveau de Mali, là, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on va acheter le mouton. Mais maintenant, il n'y a pas de route pour aller Mali-Bamako pour acheter le mouton. C'est ce qui a fait que cette année, le prix du mouton est un peu élevé. Les animaux de 95%, ça vient de Mali. Le conflit qui est au Mali comme ça, là maintenant, pour avoir le mouton là-bas, ce n'est pas facile. Face à cette situation, de nombreuses familles craignent de ne pas pouvoir acheter de moutons cette année pour célébrer la Tabaski. Pour rappel, depuis les attaques du 25 avril, on reste sans nouvelles de plusieurs commerçants guinéens partis s'approvisionner en bétail. La République du Congo annonce la suppression des visas d'entrée pour tous les ressortissants africains à partir du 1er janvier 2027. Les autorités congolaises expliquent vouloir favoriser la libre circulation des personnes et renforcer l'intégration africaine. Cette mesure s'inscrit dans la dynamique des coopérations entre États ouest-africains. Plus de détails dans cet élément. Le Congo met fin à l'obligation de visa pour les ressortissants africains qui souhaitent entrer sur le territoire à compter du 1er janvier 2027. L'annonce a été faite lors des réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement par le président congolais Denis Sassou Nguesso. L'événement était organisé à Brazzaville à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Le chef d'État a justifié sa décision par la volonté de promouvoir l'intégration africaine, la libre circulation de personnes et l'unité continentale. Il a ensuite enjoint les États africains à relever ensemble les défis du développement, citant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine parmi les leviers prioritaires. Le Congo emboîte ainsi le pas au Bénin qui applique cette mesure depuis 2020 pour une durée pouvant aller jusqu'à 90 jours et au Togo qui applique une exemption de visa limitée à 30 jours. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé avoir frappé plusieurs sites de missiles dans le sud de l'Iran. Ces opérations militaires interviennent alors que des discussions diplomatiques étaient engagées pour tenter d'apaiser les tensions au Moyen-Orient. Cette nouvelle escalade fait craindre une dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Reportage à suivre. Alors que les négociations semblaient enfin progresser vers un accord, Washington a bombardé le sud de l'Iran la nuit dernière. Au moins 3 explosions ont été entendues autour de Bandar Abbas, situé dans le détroit d'Ormuz. Des frappes défensives, selon le commandement central des États-Unis. Les forces américaines ont mené aujourd'hui des frappes de légitime défense dans le sud de l'Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines. Quelques heures avant cette rupture du cessez-le-feu, Téhéran avait pourtant fait état d'avancées dans les négociations avec Washington. Mais des émissaires reçus à Doha sont restés fermes sur l'une de leurs revendications. Ils veulent garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Nous n'aborderons jamais cette question dans les négociations comme pour la question nucléaire. Ce qui est envisagé actuellement, c'est que si le blocus américain est levé, le transit par le détroit d'Ormuz s'effectuera selon des modalités déterminées par la République islamique d'Iran et uniquement pour le trafic non militaire et non hostile. Réponse du secrétaire d'État Marco Rubio en visite en Inde. Les détroits doivent rester ouverts, ils le seront d'une manière ou d'une autre, il le faut. Ce qui se passe là-bas est illégal, c'est intenable pour le monde, c'est inacceptable. De son côté, Donald Trump a exhorté lundi plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie et le Pakistan, à adhérer aux accords d'Abraham pour normaliser leurs relations avec Israël. Par ailleurs, des millions de musulmans non venus du monde entier se sont rassemblés
au mont Arafat près de la Mecque pour l'étape centrale du Hadj. Les autorités saoudiennes ont déployé un important dispositif pour encadrer le pèlerinage et assurer la sécurité des fidèles dans un contexte de forte affluence. Reportage à suivre. Et puis nous terminons par cette actualité. L'Ukraine poursuit ses frappes à longue distance sur le territoire russe. Plus de 600 drones auraient été lancés récemment contre Moscou et plusieurs régions éloignées de la frontière ukrainienne. Ces attaques traduisent une montée en puissance des capacités militaires de Kiev et une intensification du conflit avec la Russie. Suivons ensemble. Kiev et l'Ukraine massivement bombardés. La Russie qui a décidé de riposter après une autre attaque, celle lancée par l'armée ukrainienne, cette fois sur le territoire russe les 16 et 17 mai dernier. Plus de 600 drones étaient alors tombés sur la capitale Moscou, mais aussi sur des zones qui se trouvaient à plus de 1700 km de la frontière ukrainienne. Les frappes de Kiev en Russie sont de plus en plus nombreuses et efficaces, et cela pourrait devenir une véritable bascule dans ce conflit. Les explications dans Ligne de défense avec Franck Alexandre. Situées à près de 2000 km de l'Ukraine, les villes de Yekaterinbourg, Perm, Tcheboksary ont été touchées. Des usines d'armement, des raffineries, des aérodromes attaqués dans cette région de l'Oural russe qui se pensait jusque-là à l'abri de la guerre. Des frappes dronisées longue distance qui ont représenté pour les forces ukrainiennes quelques défis. Vincent Touré est chercheur à l'IFRI. Le premier, c'est tout simplement le nombre de drones en production pour atteindre ces distances-là. C'est augmenter la charge utile sur chaque drone, réussir à avoir des appareils qui soient capables d'évoluer malgré des interférences électroniques russes. Et puis, enfin, c'est le problème, effectivement, d'affaiblir suffisamment la défense anti-aérienne et anti-missile de Moscou pour passer de plus en plus. Les Ukrainiens, sur plus d'un an, ont grignoté, en fait, les batteries et les radars situés en Ukraine, puis ensuite dans les régions limitrophes comme Belgorod ou la Crimée. Et on commençait à élargir les trous dans la raquette de la défense russe. Ces frappes dans la profondeur révèlent des failles béantes dans la défense antiaérienne russe et provoquent de fait des bouleversements stratégiques. Le niveau qui est le plus visible, celui stratégique, c'est donc amener la guerre dans la vie de tous les jours des Russes. C'est un des buts avoués de la stratégie ukrainienne. Mais là, ce qui est le plus intéressant, le plus important, c'est que jusqu'à maintenant, on avait, on va dire, une lutte ukrainienne avec les drones qui était dans l'infiniment petit, avec les FPV, les petits drones sur la ligne de front, et l'infiniment grand, donc les frappes sur les villes russes. Ce qui maintenant est en train de changer, c'est l'interdiction à portée moyenne, des 50 à 100 km, où là les Ukrainiens ont désormais des drones efficaces pour aller frapper des centres de munitions, leur logistique, les zones de concentration, les bases, les garnisons. Et donc, il y a un vrai risque pour les Russes que les Ukrainiens arrivent à finalement asphyxier leur effort et donc, en fait, à stabiliser le front, voire à reprendre l'initiative. Si côté russe, aucune inflexion n'a été à ce stade observée, l'été est presque là et il est propice aux offensives. Il servira donc de test à la théorie de la victoire de chacun, souligne Vincent Touré. C'est-à-dire que les Russes sont restés sur une théorie d'idée selon laquelle ils peuvent user les forces ukrainiennes en les pressurisant jusqu'à ce qu'elles craquent. La théorie ukrainienne, inversement, c'est de se dire qu'ils peuvent mettre un coup d'arrêt suffisamment fort pour qu'en fait, il y ait une stagnation, voire une stabilisation du front. Et avec effectivement la belle saison, ces deux théories vont se reclasher à forte puissance. Mesdames et messieurs, et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.